Mon fils m'a dit que je pouvais prendre ce que je voulais dans votre appartement, a déclaré ma belle-mère, après avoir volé 470 000 € de ma cachette. Mes actions en représailles ont choqué tout le monde, et particulièrement mon mari. Mais avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo, et à vous abonner à la chaîne. Merci, et bonne écoute. Ce matin-là, Marine se réveilla avec le sentiment, profond et agréable, que sa vie était parfaitement organisée. La lumière du soleil filtrait à travers les épais rideaux de leur appartement de 2 pièces, situé au 7e étage, éclairant doucement les meubles soigneusement disposés, ainsi que l'ordre impeccable qu'elle maintenait avec un soin particulier. Hugo était déjà parti travailler à son bureau d'études, laissant derrière lui une légère odeur d'eau de Cologne, et un lit parfaitement fait de son côté. 8 années de mariage avaient appris à Marine à apprécier ces moments de silence et de tranquillité. À 43 ans, elle se sentait au sommet de sa forme. Une carrière réussie de responsable commercial dans une grande entreprise, un mariage stable, et son propre appartement, acheté principalement avec son argent. Il y avait aussi ce grand rêve, secrètement gardé, d'acheter un logement plus grand, un projet qui, mois après mois, devenait de plus en plus concret. Marine s'approcha du miroir de l'entrée, et arrangea sa coupe courte aux cheveux châtains. Son reflet lui renvoyait l'image d'une femme, qui savait exactement ce qu'elle voulait de la vie. Un regard déterminé dans ses yeux marrons, une posture assurée, un tailleur strict de couleur graphite, tout indiquait que, face à ce miroir, se tenait une personne habituée à atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés. Ce qui réjouissait particulièrement Marine, c'était ses économies, qu'elle accumulait soigneusement pour la 4e année consécutive. Dans un petit coffre-fort domestique, caché derrière des livres sur une étagère, reposait une somme impressionnante, près de 800 000 €. Chaque mois, elle mettait de côté une partie de son salaire et de ses primes, se refusant toute dépense superflue. Son but était clair, acheter un appartement de 3 pièces, dans le même quartier, mais avec un meilleur agencement. Hugo, lui, considérait sa discipline financière avec un étonnement bienveillant. Travaillant comme ingénieur concepteur, il gagnait moins que sa femme, mais n'en avait jamais fait de complexe. Au contraire, il répétait souvent à ses connaissances qu'il avait épousé une femme intelligente et pragmatique, capable de planifier l'avenir. Le seul petit nuage, dans ce ciel familial sans accroc, était Valentine Dubois, la mère de Hugo. Âgée de 67 ans, cette ancienne professeure de mathématiques avait conservé, même après sa retraite, l'habitude de donner des leçons et de tout contrôler. Cependant, avec Marine, elle se montrait toujours extrêmement gentille et délicate, ce qui, au début, l'avait même surprise, car les belles-mères sont généralement réputées pour leur sévérité envers leurs brus. Valentine vivait dans son propre appartement, à l'autre bout de la ville, mais elle rendait régulièrement visite au jeune couple, environ 1 fois par semaine. Elle arrivait toujours avec de petites attentions, tantôt des biscuits faits maison, tantôt un pot de confiture, ou encore un bouquet de fleurs de sa maison de campagne. Marine appréciait cette attention, et s'efforçait d'être une hôtesse accueillante. Ce jeudi-là, lorsque les choses étranges commencèrent, Valentine était arrivée de particulièrement bonne humeur. Elle avait apporté un sac de pommes de son verger, et s'était assise pour boire un thé dans la cuisine, posant des questions sur le travail et les projets du week-end. Hugo n'était pas encore rentré du travail, les 2 femmes se retrouvèrent donc seules. « Marine, ma chérie, montre-moi cette broche que mon petit Hugo t'a offerte pour ton anniversaire, » demanda la belle-mère, en sirotant son thé dans une fine tasse en porcelaine. « Elle était vraiment magnifique, je m'en souviens. » Marine fut surprise. La broche était effectivement magnifique, c'était un bijou ancien, orné de petits diamants, qu'elle avait hérité de sa grand-mère. Mais Hugo ne la lui avait certainement pas offerte. Il s'agissait d'une relique familiale, du côté de ses propres parents. « Valentine, vous faites sans doute erreur. Cette broche m'a été léguée par ma grand-mère, tandis qu'Hugo, pour mon anniversaire, m'a offert des boucles d'oreilles en or, » répondit-elle. La belle-mère parut gênée, et fit un signe de la main. « Ah oui, bien sûr, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Je confonds tout. Des boucles d'oreilles, en effet. » Cependant, Marine remarqua avec quelle rapidité Valentine avait changé de sujet, se mettant à parler de ses voisines de campagne.
Il était également étrange qu'elle ait pu décrire la broche avec autant de précision, les petits diamants, la monture en argent, sa forme de feuille. D'où tenait-elle ces détails, si elle ne l'avait jamais vue? Après le départ de sa belle-mère, Marine décida de montrer la broche à Hugo, peut-être avait-il, en fin de compte, parlé des bijoux de famille de sa femme à sa mère? Mais lorsqu'elle ouvrit sa boîte à bijoux, la broche n'y était plus. Marine retourna toute la chambre, vérifia chaque tiroir de la commode, et fouilla les poches de ses vêtements. La broche avait disparu. La dernière fois qu'elle l'avait vue avec certitude, c'était 3 semaines plus tôt, lorsqu'elle l'avait portée pour une soirée d'entreprise dans un restaurant. Ce soir-là, elle l'avait soigneusement replacée dans son écrin, comme toujours. Peut-être l'ai-je oublié quelque part, pensa Marine, mais elle rejeta aussitôt cette hypothèse. Elle n'avait jamais été distraite, surtout lorsqu'il s'agissait d'objets de valeur. De plus, la broche ne faisait pas partie de ces bijoux que l'on porte tous les jours, elle était bien trop solennelle pour la vie quotidienne. Hugo rentra tard à la maison, fatigué après une longue réunion avec des clients. Marine décida de ne pas le contrarier immédiatement, et reporta la conversation sur le bijou au lendemain. Peut-être que la broche réapparaîtrait, et que toutes ses inquiétudes s'avéreraient vaines. Mais le lendemain, les recherches ne donnèrent aucun résultat. Marine appela même le restaurant où s'était tenue la soirée d'entreprise, mais personne n'y avait rien trouvé. Le gérant promit poliment de vérifier à nouveau, mais sans donner beaucoup d'espoir. Le soir, pendant le dîner, Marine parla de la perte à son mari. « Hugo, par hasard, n'aurais-tu pas pris la broche de ma grand-mère? Peut-être voulais-tu la faire nettoyer, ou autre chose, demanda-t-elle. Son mari leva des yeux étonnés de son assiette de gratin. « Quelle broche? Je ne touche jamais à tes bijoux, tu le sais bien. Celle en argent, avec les petites pierres. Elle a disparu de la boîte. » Hugo fronça les sourcils. C'est étrange. Peut-être que la femme de ménage l'a prise? Mais non, nous n'avons pas de femme de ménage. C'est bien ce que je me dis. D'où pourrait-elle provenir, cette idée? Pourtant, ta mère l'a décrite en détail aujourd'hui, affirmant que c'est toi qui lui en avais parlé. Je ne parle pas de tes bijoux à ma mère, répondit Hugo en secouant la tête. Pourquoi le ferais-je? Elle l'a peut-être simplement remarqué lorsque tu la portais. Marine resta pensive. Valentine aurait effectivement pu voir la broche lors de l'une de ses visites. Néanmoins, quelque chose clochait dans ce scénario. Le week-end venu, Hugo et elle se rendirent à la maison de campagne de sa mère, pour l'aider à ramasser les pommes. Valentine les accueillit chaleureusement, comme à son habitude, et dressa la table dans le jardin, sous un vieux poirier. La journée s'annonçait particulièrement douce pour un mois d'octobre. Le soleil illuminait doucement le terrain, avec ses potagers soignés et ses parterres de fleurs bien entretenus. Pendant que les hommes triaient les pommes, les disposant dans des caisses pour la conservation, Marine aidait sa belle-mère dans la cuisine. Valentine sortait des conserves maison du réfrigérateur, coupait du pain frais, tout en racontant les potins du village. « Marine, ma chérie, passe-moi mon sac à main, s'il te plaît, demanda-t-elle, en désignant un tabouret près de la fenêtre. Mes lunettes sont dedans. Sans elles, je vais passer la soirée à couper ces carottes. » Marine prit le petit sac en cuir, et s'apprêtait simplement à le tendre à sa propriétaire, mais celle-ci fut, à cet instant précis, distraite par la bouilloire sifflante. Le sac n'était pas complètement fermé, et lorsque Marine le souleva, quelque chose de brillant en tomba. C'était sa broche. Son cœur se mit à battre la chamade. Marine ramassa le bijou, et l'examina attentivement. Oui, c'était sans aucun doute la broche de sa grand-mère. La forme de feuille si reconnaissable, les petits diamants sertis dans l'argent, et même cette minuscule rayure au dos, dont elle se souvenait depuis son enfance. Valentine, commença prudemment Marine, en lui tendant la broche, ceci ne serait-il pas à moi, par hasard? La belle-mère se retourna, et fut un instant décontenancée en voyant le bijou dans les mains de sa belle-fille, mais elle reprit rapidement contenance. Oh, Marine! Oui, bien sûr, c'est la tienne. Je voulais justement te le dire,
je l'ai trouvé sur la table de ma cuisine, après votre dernière visite. Tu as dû l'oublier la dernière fois que vous êtes venu. Je voulais la porter chez le bijoutier pour la réparer, car le fermoir était un peu lâche, et puis j'ai oublié de t'en parler. C'est la vieillesse, que veux-tu ? L'explication semblait logique, mais Marine se souvenait parfaitement d'une chose, leur dernière visite chez Valentine remontait à plus d'1 mois, alors que la broche n'avait disparu que la semaine dernière. De plus, elle ne portait jamais ce bijou au quotidien, le réservant uniquement pour les grandes occasions. Merci de l'avoir gardé, dit Marine, en glissant la broche dans la poche de son jean. Le fermoir m'a l'air normal, pourtant, pas du tout lâche. Ah, j'ai peut-être mal vu, approuva rapidement Valentine. L'essentiel, c'est qu'elle soit retrouvée. Et moi qui me demandais comment avouer que je gardais une si belle chose chez moi. Marine passa le reste de la journée plongée dans ses pensées. Elle ne dit encore rien à Hugo, ne voulant pas ruiner l'harmonie familiale avec des soupçons infondés, mais le pressentiment que quelque chose n'allait pas refusait de la quitter. De retour à la maison, en examinant la broche retrouvée, Marine nota une autre bizarrerie. Le bijou était parfaitement propre, comme s'il venait d'être poli. Habituellement, après avoir traîné quelque part pendant des semaines, il se couvrait d'une fine couche de poussière, alors que là, l'argent brillait comme s'il était neuf. Le lundi, au travail, Marine n'arrivait pas à se concentrer sur ses rapports, ni sur ses négociations avec les clients. Ses pensées retournaient sans cesse à cette étrange histoire de broche. Elle appela même le bijoutier qui s'occupait de l'entretien de ses bijoux, pour vérifier si quelqu'un n'avait pas apporté une broche en argent et diamants à réparer. Mais l'artisan répondit par la négative. Le soir venu, pendant qu'Hugo était à la salle de sport, Marine décida d'inspecter tous ses bijoux. Elle ouvrit la boîte, et commença à en trier le contenu, les boucles d'oreilles en or étaient là. La chaîne avec son pendentif aussi. Les bagues. Attendez. Il manquait encore une bague, un simple petit anneau en argent, orné d'une topaze, que son ami lui avait offert au nouvel an précédent. Peu coûteuse, mais précieuse à ses yeux. Marine fouilla méticuleusement toute la boîte, regarda sous la doublure, vida chaque compartiment. La bague n'y était plus. La dernière fois qu'elle l'avait vue avec certitude ? Elle se souvenait parfaitement l'avoir portée il y a 3 semaines, le même jour où elle avait mis la broche pour la soirée d'entreprise. Cela signifiait que les 2 bijoux avaient disparu en même temps. Il n'était plus possible de mettre cela sur le compte du hasard. 2 bijoux ne pouvaient pas disparaître et réapparaître d'eux-mêmes, surtout quand l'un d'eux avait été retrouvé chez sa belle-mère, dans des circonstances plus que douteuses. Hugo rentra du sport, en pleine forme et souriant. « Comment s'est passée ta journée, mon cœur » demanda-t-il, en embrassant sa femme sur la joue. « Tu as l'air triste ce soir. » Hugo, j'ai encore un bijou qui a disparu. Une bague en argent avec une topaze. Son mari fronça les sourcils. Encore ? On devrait peut-être investir dans un vrai coffre-fort ? Parce que celui-ci ressemble à un jouet. Le problème ne vient pas du coffre. La bague a disparu de ma boîte à bijoux, tout comme la broche. Et la broche, je l'ai retrouvée chez ta mère. Maman t'a pourtant expliqué. Tu l'avais oubliée chez elle. Hugo, je n'ai pas porté cette broche chez ta mère, et d'ailleurs, je ne la mets presque jamais. Le mari s'assit au bord du lit, et regarda sa femme avec attention. Marine, serais-tu en train de sous-entendre que ma mère vole tes bijoux ? Je ne sous-entends rien, je me contente d'énoncer des faits. Mais c'est absurde. Pourquoi ma mère prendrait-elle tes affaires ? Elle en a bien assez à elle. Et puis, c'est la personne la plus honnête du monde. Marine garda le silence. Débattre avec son mari au sujet de sa mère était peine perdue. Il ne croirait jamais rien de mal sur Valentine, sans preuves irréfutables. D'ailleurs, elle-même n'était pas encore totalement sûre de ses propres soupçons. Peut-être que, finalement, tout s'expliquait par des coïncidences ? Mais dès le lendemain, un nouvel événement troublant se produisit. Marine rentrait du travail plus tôt que d'habitude, son rendez-vous client ayant été annulé.
Alors qu'elle montait les escaliers vers le 7e étage, elle entendit la voix de sa voisine, Madame Claudine, du 5e. Marine. Quelle chance de vous croiser. Madame Claudine était une femme curieuse et bavarde, mais toujours bienveillante. Elle connaissait tous les résidents de l'immeuble, et était toujours au courant de tout. Bonjour, Madame Claudine. Comment allez-vous? Oh, ça va très bien. Mes petits-enfants sont venus ce week-end. Au fait, je voulais vous demander. Votre belle-mère vient souvent chez vous? Environ une fois par semaine, c'est ça? Oui, pourquoi? Eh bien, je l'ai vue avant-hier, devant votre porte, vers 2 heures de l'après-midi. J'ai pensé que vous étiez peut-être malade, puisqu'elle passait en semaine. Marine fut abasourdie. Avant-hier, c'était mardi. Hugo et elle étaient au bureau. Valentine ne les avait pas prévenus de sa visite. Vous êtes absolument certaine que c'était elle, insista Marine. Bien sûr, je la connais bien. Elle se tenait devant votre porte, puis elle est entrée. Elle a les clés? Non, répondit lentement Marine. Elle n'a pas nos clés. C'est étrange, alors. Peut-être que la porte était ouverte? Bien que je sois certaine d'avoir entendu le bruit de la serrure. Madame Claudine haussa les épaules, et poursuivit son chemin, laissant Marine pétrifiée sur le palier. Valentine s'était introduite dans leur appartement, en leur absence. Comment avait-elle pu entrer? Une fois à l'intérieur, Marine inspecta minutieusement la porte d'entrée. Aucune trace d'effraction. La serrure fonctionnait normalement, la clé tournait facilement et sans bruit. Mais la voisine avait clairement entendu le cliquetis du verrou. Hugo, dit-elle à son mari pendant le dîner. Ta mère est venue chez nous, mardi après-midi. La voisine l'a vue. Mardi, s'étonna son mari. Elle ne m'a rien dit. Elle voulait peut-être nous faire une surprise? Un peu de ménage ou nous préparer à manger? Comment est-elle entrée dans l'appartement? Elle n'a pas les clés, n'est-ce pas? Hugo resta silencieux un instant, mâchant ses pommes de terre. C'est possible que je lui ai donné un double des clés, et que j'ai oublié de t'en parler. Comment as-tu pu oublier de m'en parler? Hugo, c'est notre appartement. Oh, ne crie pas, maman n'est pas une étrangère. Si elle passe de temps en temps quand nous ne sommes pas là, c'est uniquement pour nous aider. Marine sentit l'agacement monter en elle. Son mari avait donc confié les clés de leur domicile conjugal à sa mère, sans même en informer sa femme, et il trouvait cela tout à fait normal. Hugo, la prochaine fois que tu prendras une décision concernant notre logement, tu m'en parleras à l'avance. D'accord, d'accord. Ne faisons pas toute une montagne pour un rien. Cependant, Marine ne parvenait plus à retrouver son calme. 2 bijoux disparus, dont l'un retrouvé chez sa belle-mère. Des visites secrètes dans un appartement vide, avec des clés dont elle ignorait l'existence. Tout cela dessinait un tableau extrêmement inquiétant. Le lendemain, elle quitta le bureau plus tôt exprès, pour fouiller l'appartement de fond en comble. Tout semblait à sa place, mais il flottait comme une sensation de présence étrangère, une légère odeur de crème inconnue, un infime changement dans la disposition des objets sur sa coiffeuse, des livres légèrement déplacés sur l'étagère. Marine ouvrit le coffre-fort, et recompta l'argent. Les grosses coupures étaient bien là, mais il lui sembla que les liasses n'étaient plus tout à fait dans la position où elle les avait laissées. Néanmoins, elle pouvait se tromper, quand on est nerveuse, on se met à imaginer n'importe quoi. Le soir même, elle décida de vérifier l'état de sa carte bancaire sur son espace en ligne. Elle se connecta, et ouvrit l'historique de ses opérations du mois écoulé. Son salaire, des retraits au distributeur, le paiement des charges, quelques courses. Attendez. Cette transaction-là paraissait très suspecte, un retrait de 3 000 €, le mardi à 14 heures. Exactement à l'heure où la voisine avait aperçu Valentine devant leur porte. De plus, le distributeur se trouvait à 2 rues seulement de chez eux. Marine examina l'opération avec attention. Le retrait avait été effectué avec la carte physique, en tapant le code PIN. Cela signifiait que quelqu'un connaissait son code secret. Mais qui?
Hugo? Pourquoi retirerait-il de l'argent en cachette, sans lui en parler? Ou alors Valentine? Non, cela semblait relever de la science-fiction. Comment une femme âgée aurait-elle pu se procurer la carte bancaire de sa belle-fille? Et surtout, comment aurait-elle deviné le code PIN? Marine essaya de se souvenir de toutes les occasions où elle aurait pu exposer sa carte devant sa belle-mère. À première vue, il n'y en avait aucune. Elle n'avait jamais confié son code à quiconque, pas même à son mari. Elle le connaissait par cœur, 4 chiffres, correspondant à la date de naissance de sa défunte grand-mère. Personne d'autre ne possédait cette information. Quoique. Un jour, Valentine l'avait questionnée sur sa grand-mère, s'intéressant à l'histoire de la famille. Marine lui avait parlé de ses proches, évoquant peut-être quelques dates. Mais de là à ce que sa belle-mère mémorise ces chiffres, et fasse le lien avec un code de carte bleue, cela confinait à la paranoïa. Hugo, appela-t-elle, s'adressant à son mari qui regardait les informations à la télévision. C'est toi qui as retiré de l'argent avec ma carte, mardi. Quel argent? J'ai ma propre carte. C'est juste que, dans mon historique, je vois un retrait de 3 000 €. Je ne me souviens pas l'avoir fait moi-même. Hugo détourna les yeux de l'écran. C'est peut-être une erreur de la banque, ou alors tu as simplement oublié. Je n'ai pas de problème de mémoire. Dans ce cas, va à la banque pour tirer ça au clair. Et d'ailleurs, tu ferais mieux de faire opposition, par mesure de précaution. Marine acquiesça. Dès demain, elle se rendrait à la banque pour obtenir tous les détails de cette transaction. En attendant, il lui fallait analyser rigoureusement la situation. Elle prit un carnet, et y nota méticuleusement les faits troublants, la broche retrouvée chez Valentine, la bague toujours disparue, la visite secrète confirmée par la voisine, la possession des clés par sa belle-mère, et ce retrait bancaire le jour même de cette visite. Chaque point, pris isolément, pouvait s'expliquer par une erreur ou un malentendu. Mais mis bout à bout, il formait une image alarmante. Marine referma son carnet, et le cacha dans le tiroir de son bureau. Pour l'instant, il ne s'agissait que de soupçons, rien de plus. Mais si ses craintes se confirmaient, si Valentine les volait bel et bien, la famille traverserait une crise majeure. Elle jeta un coup d'œil à son mari, qui somnolait paisiblement devant la télévision. Hugo aimait sincèrement sa mère, et il ne croirait jamais à sa malhonnêteté, à moins qu'on ne lui présente des preuves en béton. Et encore, même avec des preuves, il prendrait probablement sa défense. Marine soupira, et partit se préparer pour la nuit. Le lendemain apporterait peut-être des réponses à cette situation alambiquée. Elle espérait vivement que ses doutes soient infondés, et que ces étranges coïncidences trouvent une explication rationnelle. Pourtant, au fond d'elle-même, Marine savait déjà, quelque chose, dans sa vie de couple si bien réglée, venait de dérailler gravement. Et ce, quelque chose, était directement lié à Valentine Dubois, cette adorable dame âgée, qui s'était toujours montrée si bienveillante avec sa belle-fille. Le lendemain, à la banque, on lui confirma ses pires appréhensions. L'opération de retrait de 3 000 € avait bel et bien été effectuée avec sa carte originale, et le bon code PIN, mardi à 14h07, heure locale. La responsable de la sécurité, une femme d'un certain âge vêtue d'un tailleur strict, feuilletait les relevés en secouant la tête. Malheureusement, les caméras de ce distributeur étaient en maintenance ce mardi-là. Cependant, la transaction a bien été réalisée avec votre carte. Regardez, voici le numéro de l'appareil, l'heure, le montant, tout est conforme. Marine fit tourner entre ses doigts sa nouvelle carte bancaire, munie d'un nouveau code, sentant la colère bouillir en elle. 3 000 €, ce n'était pas dramatique pour leur budget familial, mais le principe même du vol la mettait hors d'elle, surtout lorsqu'elle savait qui en était l'auteur. Et l'ancienne carte a bien été bloquée, demanda-t-elle pour s'en assurer. Évidemment. Dès que vous avez signé la déclaration, la carte a été désactivée. Surtout, ne communiquez votre nouveau code à personne, et conservez-le en lieu sûr. Sur le chemin du retour, Marine retournait la situation dans sa tête. Elle manquait encore de preuves tangibles, pour formuler des accusations aussi graves.
Valentine pourrait très bien rétorquer qu'Hugo avait retiré cet argent à sa demande, ou qu'un inconnu avait deviné le code par hasard. Il lui fallait des preuves irréfutables. Une fois rentrée, une surprise l'attendait. Sur la table de la cuisine, un mot de son mari: « Mon cœur, maman a dû aller aux urgences. Je lis et accompagné. Je rentrerai tard. Fais-toi réchauffer de la soupe. Je t'aime. » Marine froissa le morceau de papier, et le jeta à la poubelle. Valentine tombait rarement malade, et elle se montrait d'ordinaire très sceptique envers les médecins, préférant de loin les remèdes naturels. C'était une coïncidence drôlement opportune, survenant précisément le jour où sa belle-fille risquait de poser des questions embarrassantes. Plus tard dans la soirée, Hugo rentra, l'air fatigué et silencieux. « Comment va ta mère » s'enquit Marine, feignant l'inquiétude. « Rien de grave. Une chute de tension. Le médecin lui a conseillé de se reposer davantage. Je l'ai ramenée chez elle, et je l'ai aidée pour quelques tâches ménagères. » « Et pour quelles tâches, exactement ?» Hugo la regarda avec étonnement. « Eh bien, je lui ai apporté des courses, je suis passé à la pharmacie. »« Pourquoi ?» ?»« Par simple curiosité. » Son mari haussa les épaules, et partit prendre sa douche. Restée seule dans la cuisine, Marine sentit grandir en elle la certitude qu'on se moquait d'elle. Depuis quelques jours, le comportement d'Hugo et de sa mère était bien trop étrange, comme s'il cachait un lourd secret. Dès le lendemain, Marine prit une journée de congé, prétextant un malaise. Son plan avait pris forme la nuit précédente, alors qu'elle ne parvenait pas à trouver le sommeil, ressassant les récents événements. Si Valentine s'introduisait réellement chez eux en secret, il fallait en obtenir la preuve visuelle. Le matin, après le départ d'Hugo pour le bureau, elle se rendit dans un magasin d'électronique. Le vendeur, un jeune homme en jean et sweat à capuche, lui présenta avec enthousiasme différents modèles de caméras de surveillance. « Celle-ci est parfaite pour un appartement, » dit-il, en lui montrant un petit appareil de la taille d'une pièce de monnaie. Elle fonctionne sur batterie jusqu'à 5 jours. Les images sont enregistrées sur une carte mémoire, et la qualité est excellente. Vous pouvez la fixer n'importe où, sur une étagère, derrière un tableau, ou même dans un pot de fleurs. Et elle enregistre aussi le son ? Bien sûr. L'image et le son. De plus, vous pouvez la paramétrer pour qu'elle ne s'active qu'en cas de mouvement. Cela économise la mémoire et la batterie. Marine acheta 2 de ces caméras, ainsi qu'une troisième, un peu plus grande, dissimulée dans une simple horloge de bureau. Une fois chez elle, elle passa près de 2 heures à chercher les meilleurs emplacements. Elle dissimula la première petite caméra derrière les livres du salon, de sorte qu'elle couvre l'entrée et la porte principale. La seconde fut cachée dans la chambre, fondue parmi les bibelots de la commode. Enfin, elle posa l'horloge caméra dans la cuisine. Après avoir réglé les appareils sur la détection de mouvement, elle testa le système. Sur l'écran de son téléphone, via une application dédiée, elle pouvait surveiller chaque recoin de l'appartement. Si Valentine venait fouiller chez eux en leur absence, tout serait désormais enregistré. Pour le moment, elle décida de ne rien dire à Hugo à propos des caméras. Si son mari n'était pas impliqué dans les manigances de sa mère, il l'apprendrait plus tard. Mais s'il était complice, le prévenir ferait tout capoter. Durant les 2 premiers jours, les caméras ne détectèrent rien. Valentine ne se présenta pas, et Marine commença à se dire qu'elle avait gaspillé son argent dans cet attirail d'espionnage. Peut-être que sa belle-mère n'était venue qu'une seule fois ? Et sans doute pour une raison valable. Mais le jeudi, alors que Marine assistait à une présentation importante, et qu'Hugo était censé passer la journée sur un chantier, les caméras s'activèrent enfin. Le soir, de retour chez elle, Marine ouvrit l'application, et visionna les enregistrements de 13h03 à 14h27. Son rythme cardiaque s'accéléra, lorsqu'elle vit apparaître à l'écran la silhouette familière de Valentine. La belle-mère ouvrit la porte avec ses propres clés, regarda autour d'elle, et retira ses chaussures. Aucune précipitation, aucune gêne, elle se comportait comme si elle était chez elle. Ensuite, elle sortit un petit carnet de son sac à main, et commença une inspection méthodique de chaque pièce.
Marine regardait la vidéo avec une stupéfaction grandissante. Valentine ouvrait les tiroirs de la commode, prenait des photos de leur contenu avec son téléphone, et griffonnait dans son carnet. Elle s'attarda tout particulièrement dans la chambre, elle vida entièrement la boîte à bijoux, photographiant chaque bague, chaque paire de boucles d'oreilles. Elle passa ensuite plusieurs minutes à éplucher les documents rangés dans la table de nuit. Mais le véritable choc survint, lorsqu'elle vit sa belle-mère découvrir le coffre-fort familial. Valentine se dirigea droit vers l'étagère à livres, déplaça les bons volumes, et ouvrit la porte métallique. Elle composa le code sans la moindre hésitation, comme si elle le connaissait par cœur. « C'est impossible », murmura Marine, observant sa belle-mère compter les liasses de billets, et photographier l'intérieur du coffre. Mais le plus effarant restait à venir. Valentine sortit de son sac une carte bancaire, l'ancienne carte de Marine, celle qui avait été remplacée. Elle l'examina attentivement à la lumière, puis la rangea. Cette carte n'avait donc pas été perdue par hasard, sa belle-mère s'en était emparée délibérément. Sur la vidéo, l'intrusion de Valentine dura plus d'1 heure. Elle inspecta chaque recoin, ouvrit toutes les armoires, vérifia même les espaces de rangement en hauteur. Elle prenait tout en photo, notait tout. Il ne s'agissait pas d'un vol impulsif, mais d'une mission de repérage extrêmement minutieuse. Avant de partir, elle remit soigneusement chaque chose à sa place, effaça les traces de son passage, et verrouilla la porte. Son visage affichait une expression de profonde satisfaction. Marine repassa la séquence à plusieurs reprises, n'en croyant pas ses yeux. Cette charmante dame âgée, qui s'était toujours montrée si douce et discrète, était en réalité une voleuse chevronnée, méthodique et expérimentée. Mais comment pouvait-elle connaître le code du coffre ? Marine l'avait choisi elle-même, et ne l'avait jamais confié à personne. Il correspondait à la date de mariage de ses parents, une information tout à fait intime. À moins qu'Hugo n'ait découvert le code, d'une manière ou d'une autre, et ne l'ait transmis à sa mère. Cette révélation lui fit l'effet d'une douche froide. Son mari participerait-il à ces vols ? Non, c'est trop monstrueux pour être vrai. Il devait y avoir une autre explication. Marine décida de poursuivre sa surveillance. Les jours suivants, elle scruta attentivement les images, mais Valentine ne refit pas d'apparition. En revanche, elle remarqua un autre détail troublant. Le vendredi soir, alors qu'il dînait dans la cuisine, Hugo lui demanda soudain. « Au fait, tu travailles demain ? Ou c'est ton jour de repos ? » « Je travaille jusqu'à midi. » « Pourquoi ? » « Comme ça, par curiosité. On pourrait peut-être faire une sortie l'après-midi. » Le samedi, Marine partit au bureau, mais rentra 1 heure plus tard, prétextant être souffrante. Les caméras lui révélèrent alors une scène particulièrement intéressante. À 11 heures du matin, Hugo téléphonait depuis la cuisine. « Oui maman, elle est au travail jusqu'à 14 heures. »« Non, je n'ai pas touché au coffre, comme convenu. Les clés de la voiture sont dans l'entrée, sur le crochet. Entendu, appelle-moi quand tu auras terminé. » Marine écouta l'enregistrement 3 fois de suite. Il n'y avait plus l'ombre d'un doute. Hugo coordonnait les visites de sa mère, et lui communiquait les horaires de sa femme. Il connaissait l'existence du coffre. Il n'était pas seulement au courant des vols, il y participait activement. Cette prise de conscience fut encore plus douloureuse que le vol en lui-même. Les bijoux et l'argent pouvaient être remplacés, mais comment restaurer la confiance envers l'homme avec qui l'on partage sa vie depuis 8 ans ? Le dimanche, Valentine vint leur rendre visite comme à l'accoutumée. Elle apporta des chaussons aux pommes, s'installa pour boire le thé, et discuta aimablement du temps et du voisinage. Marine l'observait, incapable d'admettre que cette femme si agréable avait, quelques jours auparavant, fouillé leur appartement tel un cambrioleur professionnel. « Marine, ma chérie, tu as une bien jolie boîte à bijoux, » commenta la belle-mère en remuant son thé. « Je l'ai aperçue par hasard, en entrant dans votre chambre. De bien belles pièces. » « Oui, il y a quelques jolies choses, » répondit prudemment Marine. « Et vos objets de grande valeur, où les gardez-vous ? Dans un coffre à la banque, j'imagine ? » Hugo s'étouffa avec son thé. « Maman,
Pourquoi veux-tu savoir ça? Par simple curiosité. L'appartement de Madame Renard a été cambriolé récemment, ils ont emporté tout son or. Elle m'a dit qu'elle aurait dû tout mettre à la banque. Marine observait attentivement le visage de sa belle-mère. Valentine paraissait totalement sincère, mais Marine savait désormais à quel point cette femme pouvait être bonne actrice. Pour le moment, nous gardons tout à la maison, répondit-elle. Dans un coffre-fort? Ah, vous avez un coffre-fort? C'est très prudent. Et le code, il doit être compliqué, non? Assez compliqué, oui, répondit sèchement Marine, en lançant un regard à son mari. Hugo triturait nerveusement sa serviette, évitant de croiser le regard de sa femme. Son attitude acheva de convaincre Marine, il était parfaitement conscient des penchants criminels de sa mère. Une fois Valentine partie, les époux se retrouvèrent seuls. Marine faisait la vaisselle, tout en réfléchissant à la marche à suivre. Accuser directement son mari de complicité? Il préviendrait immédiatement sa mère, et il deviendrait impossible de la prendre la main dans le sac. Il valait mieux continuer la surveillance, afin d'accumuler davantage de preuves. Hugo, dit-elle sans se détourner de l'évier, est-ce que tu parles de mon travail à ta mère? Des moments où je suis à la maison, ou au bureau? Parfois. Quel est le mal? C'est juste qu'elle est extrêmement bien renseignée sur mon emploi du temps. Eh bien, elle s'intéresse à notre vie, c'est tout à fait normal. Marine hocha la tête sans répondre. Hugo trouvait donc normal de partager les moindres détails de leur quotidien avec sa mère. Trouverait-il aussi normal qu'elle utilise ces informations pour les cambrioler? Le lundi, l'affaire prit une nouvelle tournure. Marine était au bureau, lorsqu'elle reçut un appel d'Hugo. Mon cœur, j'ai réfléchi. On ne devrait peut-être pas garder de grosses sommes d'argent à la maison. Imagine qu'on se fasse cambrioler. Et on les mettrait où, alors? Je ne sais pas, à la banque, par exemple. Ou alors, tu pourrais confier une partie de l'argent à maman? Chez elle, ce sera en sécurité, elle ne sort presque jamais. Marine faillit éclater de rire, tant l'audace était grande. Son mari lui proposait de confier leurs économies à la personne même qui les volait. Le culot dépassait l'entendement. Hugo, pourquoi cette idée soudaine? Il s'est passé quelque chose? Non, non, c'est juste que j'ai vu un reportage sur les cambriolages aux informations, ça m'a fait réfléchir. Je vois. Je vais réfléchir à ta proposition. Le soir, Marine visionna de nouveau les enregistrements. Le tableau d'ensemble devenait limpide. Valentine ne se contentait pas de petits vols, elle préparait un cambriolage de grande envergure. Elle étudiait méticuleusement l'appartement, repérait l'emplacement des objets de valeur, et vérifiait la fréquence de présence des propriétaires. Hugo, de son côté, l'aidait activement, il lui fournissait l'emploi du temps de sa femme, la persuadait de garder du liquide chez eux, pour finalement proposer de le transférer chez sa mère. Un complot familial, dans toute sa splendeur. Mais ce qui sidéra le plus Marine, ce fut ce qu'elle découvrit sur la vidéo du mardi. Valentine était entrée dans l'appartement avec un homme. Un inconnu d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un blouson usé et d'un bonnet. Ensemble, ils avaient inspecté les lieux. L'homme prenait des notes, et photographiait les serrures et les fenêtres. C'est un jeu d'enfant, disait-il en examinant la porte d'entrée. La serrure est basique, et les voisins ne sont pas très curieux. Il faut juste être sûr du moment où ils ne seront pas là. Ce n'est pas un problème, répondait Valentine. Mon fils me dit tout. Ils ont des horaires très réguliers. Elle travaille jusqu'à 18h, lui jusqu'à 19h. Et mercredi, ils vont tous les deux à ma maison de campagne. C'est moi qui leur ai proposé, exprès. Le sang de Marine se glaça. Sa belle-mère planifiait le cambriolage de leur appartement, avec l'aide d'un professionnel. Et tout ce temps, Hugo lui facilitait la tâche, en fournissant les renseignements nécessaires. L'homme sur la vidéo observait attentivement le coffre. Il y a combien, là-dedans, d'habitude? Je ne sais pas exactement, mais il y a beaucoup. Elle met de côté tous les mois, depuis plusieurs années.
Mon fils dit qu'elle économise pour un nouvel appartement. Je vois. Tu as le code du coffre? Mon fils a réussi à l'obtenir. C'est la date de mariage de ses parents à elle. Parfait. Alors, on passe à l'action mercredi. Mercredi, c'est-à-dire après-demain. Marine consulta son calendrier. Effectivement, Hugo et elle avaient prévu de se rendre à la maison de campagne, pour aider sa mère à préparer les conserves pour l'hiver. Valentine elle-même avait soumis l'idée, une semaine plus tôt. Tout prenait sens. Cette excursion n'était qu'un alibi pour sa belle-mère, et l'occasion idéale de vider l'appartement en leur absence. Hugo ignorait peut-être l'objectif final, s'imaginant qu'il ne couvrait que de menus larcins, tandis que Valentine comptait faire main basse sur l'intégralité de leurs économies. Marine arrêta la vidéo, et s'adossa à son siège. La situation était allée beaucoup trop loin, il fallait agir, et vite. Mais comment? Appeler la police? Les preuves avaient été obtenues illégalement, les caméras ayant été installées sans l'accord de tous les occupants. Sans compter qu'Hugo nierait certainement toute implication, et prendrait la défense de sa mère. Prendre les voleurs sur le fait? Trop dangereux, surtout avec un cambrioleur professionnel dans les parages. La meilleure solution était de leur tendre un piège. Laisser croire à Valentine que son gros coup avait fonctionné, pour ensuite la démasquer implacablement. Marine passa la nuit à élaborer son plan. Au matin, sa décision était prise. Elle allait offrir à la voleuse l'opportunité d'emporter la somme maximale, tout en s'assurant de pouvoir récupérer l'argent, et d'obtenir des preuves irréfutables de sa culpabilité. Pour cela, elle devait jouer la victime naïve pendant encore quelques jours, feindre l'ignorance, accepter la sortie à la campagne, laisser l'argent dans le coffre, et préparer une confrontation que Valentine et Hugo n'oublieraient jamais. Au petit déjeuner, elle lança à son mari. « Tu sais, j'ai repensé à ce que tu m'as dit pour l'argent. Tu as raison, ce n'est peut-être pas très prudent de garder une telle somme à la maison. » Hugo s'anima immédiatement. « Tu vois, je te l'avais bien dit. Tu penses le mettre où? Je n'ai pas encore décidé. J'y réfléchirai sérieusement après notre visite chez ta mère. Au fait, pour la sortie, ta mère a bien confirmé pour mercredi. Oui, elle dit qu'il reste encore des pommes, et qu'il faut s'en occuper rapidement. Très bien. On partira vers quelle heure? Tôt le matin. Autour de 8 heures. Marine acquiesça, et reprit son petit déjeuner. Hugo ne se doutait pas un instant que sa femme connaissait la véritable raison de cette excursion. Il pensait sincèrement qu'ils allaient aider sa mère à entretenir son jardin, sans savoir qu'au même moment, elle prévoyait de les dépouiller. À moins qu'il ne soit parfaitement au courant? Était-il un complice délibéré du complot? Cette question tourmentait Marine plus que tout. Elle aurait voulu croire à la naïveté d'Hugo, manipulé par sa mère, mais toutes les preuves l'accablaient. Le mardi soir, Marine prépara une ultime surprise pour la voleuse. Elle retira toutes ses économies du coffre, et les étala soigneusement sur la table. 812 000 €, en grosses coupures. Une véritable fortune, pour un foyer moyen. Mais au lieu de les placer en sécurité à la banque, elle entreprit autre chose. Pendant 2 heures, elle nota méticuleusement les numéros de série de chaque billet dans un carnet spécial. Ainsi, elle pourrait prouver que cet argent lui appartenait bien. En outre, elle glissa un dispositif dans l'une des liasses, un minuscule traceur GPS, acheté dans le même magasin d'électronique. Si l'argent disparaissait, elle pourrait en suivre la position en temps réel. Le mercredi matin, le couple prit la route vers la maison de campagne. Valentine les accueillit avec enthousiasme, prépara une grande table, et leur montra la récolte de pommes à transformer d'urgence en jus et en confiture. Marine joua son rôle de belle-fille insouciante à la perfection, elle aida en cuisine, rit aux anecdotes de Valentine sur les voisines, tout en sachant pertinemment qu'à cet instant précis, un cambrioleur opérait chez eux, emportant toutes ses économies. Vers 14 heures, Hugo déclara. « Maman, on devrait peut-être rentrer? On a encore plein de choses à faire. » Bien sûr, mon chéri. Merci pour votre aide, je n'y serais jamais arrivée toute seule. Sur le trajet du retour,
Marine consulta l'application du traceur. Le point clignotant se déplaçait à travers la ville, le cambriolage avait bien eu lieu. « Hugo, dit-elle, arrêtons-nous au supermarché, il faut qu'on fasse quelques courses. » « Pourquoi ? On a tout ce qu'il faut à la maison. J'ai envie d'un bon repas après cette longue journée. » Hugo accepta, et ils passèrent une heure supplémentaire dans les rayons du magasin. Marine faisait délibérément traîner les choses, laissant aux voleurs le temps de disparaître. Lorsqu'ils regagnèrent enfin leur domicile, l'appartement semblait parfaitement normal. Aucune trace d'effraction, chaque chose à sa place. Seul un œil averti aurait remarqué que quelqu'un avait méticuleusement effacé son passage. Marine se rendit dans la chambre, et ouvrit le coffre. Comme prévu, il était vide. « Hugo, hurla-t-elle. Viens vite. » Son mari accourut, le visage paniqué. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Le coffre est vide. On nous a tout volé. La stupeur d'Hugo était si bien feinte que Marine faillit croire à son innocence. Presque. Comment ont-ils pu ? Qui connaissait le code, demanda-t-il. Je n'en sais rien. Quelqu'un a dû nous observer, ou le deviner. Ils appelèrent la police, déposèrent plainte, et répondirent aux questions des agents. L'inspecteur promit d'ouvrir une enquête, tout en douchant leurs espoirs, les cambriolages de ce genre étaient rarement résolus. Le soir, après le départ des policiers et alors qu'Hugo était parti annoncer la terrible nouvelle à sa mère, Marine vérifia son traceur. L'argent se trouvait dans un pavillon, en périphérie de la ville. Elle nota l'adresse, et se prépara pour la phase finale de son plan. Dès demain, elle contre-attaquerait. Valentine et son complice allaient vite comprendre à qui ils avaient affaire, et elle découvrirait enfin l'ampleur de l'implication d'Hugo. Marine s'endormit, déterminée à faire triompher la justice à n'importe quel prix. 8 ans de mariage risquaient de s'achever dès le lendemain, mais une vérité cruelle valait toujours mieux qu'un doux mensonge. L'heure des comptes approchait. À l'aube, Marine se réveilla avec la certitude que sa vie s'apprêtait à basculer définitivement. Le traceur indiquait que l'argent volé avait passé la nuit dans cette même maison de banlieue, ce qui prouvait que les voleurs se sentaient en sécurité, et n'étaient pas pressés d'écouler leur butin. Hugo dormait encore, les bras en croix, ronflant doucement. En contemplant son mari, Marine essayait de déterminer à quel moment exact il avait cessé d'être l'homme qu'elle avait épousé. Ou bien l'avait-il toujours été, sans qu'elle ne s'en rende compte ? Pendant le petit déjeuner, Hugo arborait une mine soucieuse. « Mon cœur, je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé hier. On devrait peut-être déménager ? Et si ces voyous revenaient ? » Déménager où ? On ne peut pas acheter un appartement avec nos économies envolées. Eh bien, on pourrait contracter un prêt. Ou s'installer temporairement chez maman. Marine eut un mal fou à réprimer un rire nerveux. Hugo continuait à jouer les maris protecteurs, alors que sa propre mère venait de la dépouiller. « J'y réfléchirai, répondit-elle simplement. Mais d'abord, il faut éclaircir cette histoire de vol. Qu'y a-t-il à éclaircir ? La police a bien dit qu'on avait peu de chances de les retrouver. Je vais quand même mener ma petite enquête de mon côté. » Hugo fronça les sourcils. « Marine, ne fais pas de bêtises. Ces gens pourraient être dangereux. » « Quels gens ? » ? « Bah, les cambrioleurs, ces criminels. » Marine acquiesça d'un signe de tête, et finit son café. Son mari s'entêtait à jouer l'ignorant, alors qu'il savait pertinemment qui avait fait le coup. Après le départ d'Hugo pour le travail, Marine mit son plan à exécution. Elle se rendit d'abord à la banque, et retira la totalité de ses économies restantes sur son compte dépôt, 470 000 € en grosses coupures. C'était la somme qu'elle comptait utiliser comme appât. De retour chez elle, elle étala les billets sur la table de la cuisine, photographia chaque liasse, et recopia les numéros de série dans le carnet qu'elle avait déjà utilisé la veille. Dans l'une des liasses, elle inséra un nouveau traceur GPS, cette fois doté d'une fonction supplémentaire, une alarme sonore, qu'elle pouvait déclencher à distance. Elle cacha ensuite cet argent dans une nouvelle planque, une boîte à café vide,
posée sur une étagère de la cuisine, parmi d'autres bocaux d'épices et de céréales. L'emplacement était bien en vue, mais pas trop évident. Exactement le genre de cachette qu'une voleuse expérimentée finirait par trouver, au cours d'une fouille minutieuse. Ensuite, Marine installa de nouvelles caméras. Désormais, chaque angle de l'appartement était sous surveillance, y compris la cuisine, où se trouvait l'appât. Elle prêta une attention toute particulière à l'enregistrement audio, il fallait que chaque conversation soit captée avec une clarté cristalline. À 11 heures du matin, tout était prêt. Marine revêtit son tailleur professionnel, prit son sac à main, et claqua bruyamment la porte d'entrée, simulant son départ pour le travail. En réalité, elle ne descendit qu'au rez-de-chaussée, pour se réfugier dans le local de la gardienne. Madame Gisèle, qui y travaillait depuis des années, accepta de la laisser patienter dans son petit bureau. « Marine, que faites-vous cacher ici » demanda la gardienne à voix basse. « Votre mari n'est pas au courant ?»« Madame Gisèle, je soupçonne des voleurs de s'introduire chez nous. Je veux les prendre sur le fait. »« Oh, mon Dieu ! Mais ne vaudrait-il pas mieux appeler la police ? Je dois d'abord m'assurer que je ne me trompe pas. » La vieille dame secoua la tête, mais ne fit aucune objection. Au cours de sa carrière de gardienne, elle en avait vu d'autres, et les requêtes étranges des locataires ne l'étonnaient plus. Assise dans le petit bureau, Marine scrutait l'écran de son téléphone, guettant les caméras. À 12h07, la silhouette familière de Valentine fit son apparition. Sa belle-mère avançait à pas pressés dans le couloir, en regardant nerveusement autour d'elle, un grand sac de sport à la main. « Ça commence », murmura Marine, activant l'enregistrement audio. Valentine ouvrit la porte avec son double des clés, et pénétra dans l'appartement. Elle tendit d'abord l'oreille pour s'assurer que personne n'était là, puis se déchaussa rapidement et fila dans la cuisine. « Bon, où est cette nouvelle cachette » marmonnait-elle en ouvrant les tiroirs et les placards. Marine regardait sa belle-mère retourner méthodiquement la cuisine. Valentine savait manifestement qu'elle y trouverait de l'argent, destiné à remplacer celui volé la veille. Quelqu'un l'avait sans doute prévenu du passage de Marine à la banque. La fouille dura près d'une demi-heure. Finalement, Valentine s'attaqua à l'étagère à épices, et découvrit la boîte à café. Elle la secoua, entendit le bruissement du papier, et sourit de satisfaction. « Te voilà, ma petite beauté » s'exclama-t-elle, en extrayant les liasses de billets. Marine serra les poings. Entendre sa belle-mère parler avec une telle désinvolture du vol de ses économies était presque insoutenable. Valentine recompta les billets, les fourra dans son sac, puis sortit son téléphone pour passer un appel. « Vincent, c'est fait. Viens me chercher dans 10 minutes devant l'immeuble. » « Oui, tout s'est passé comme prévu. 470 000. Bien sûr que j'en suis sûre, je viens de les compter. » Sa belle-mère avait donc un complice prénommé Vincent. Probablement l'homme que Marine avait aperçu sur la vidéo. Valentine s'apprêtait à quitter les lieux, lorsque son téléphone sonna à nouveau. « Allô, Hugo ? Oui, je suis chez moi, je ne suis pas sortie. »« Quoi, Marine est rentrée plus tôt du travail ? À quelle heure ? D'accord. Merci de m'avoir prévenu. » Marine fut saisie d'effroi. Hugo appelait sa mère pour l'avertir de son retour. Il était bel et bien dans le coup, et loin d'être un simple pantin naïf, il coordonnait activement les opérations de la voleuse. Valentine rangea précipitamment son téléphone, et se dirigea vers la sortie, mais Marine montait déjà les escaliers. Elle avait calculé son timing de manière à tomber nez à nez avec sa belle-mère sur le palier. « Valentine » s'exclama Marine, simulant la surprise. « Quelle coïncidence ! J'ai dû quitter le travail plus tôt, j'avais une migraine terrible. » Sa belle-mère perdit un instant contenance, serrant plus fort contre elle le sac rempli de billets. « Oh, Marine. J'étais venue arroser les plantes sur le balcon. C'est Hugo qui me l'a demandé. »« Quelle plante ? Nous n'avons pas de plantes sur le balcon. »« Ah, oui, je me suis trompée. Je voulais dire les plantes du salon. » Marine sortit ses clés, et ouvrit la porte. « Entrez,
n'allons pas rester à discuter dans l'escalier. Valentine piétinait nerveusement sur place. Oh, non, il faut vraiment que j'y aille. J'ai beaucoup à faire à la maison. Venez au moins boire un thé. C'est si rare que je vous croise ici en journée. Sans attendre de réponse, Marine prit sa belle-mère par le bras et l'entraîna à l'intérieur. Valentine ne pouvait pas résister sans paraître suspecte. Dans la cuisine, Marine alluma la bouilloire et se tourna vers son invité. Mais qu'est-ce que c'est que cet énorme sac de sport? Oh, juste quelques petites affaires. Je me prépare pour aller à la maison de campagne. Par ce froid? Nous sommes en octobre. Eh bien, il faut préparer l'hiver. Protéger quelques plantes, ranger un peu. Marine hocha la tête, tout en préparant le thé. Pendant ce temps, son esprit tournait à toute vitesse pour trouver la meilleure façon de la démasquer. Elle pourrait exiger de voir le contenu du sac, mais Valentine essaierait de s'en sortir par une pirouette. Il valait mieux la laisser s'enfoncer dans ses propres mensonges. Valentine, venez-vous souvent chez nous, lorsque nous ne sommes pas là? La belle-mère se renfrogna. Mais non, voyons. Pourquoi viendrais-je en votre absence? Parce qu'hier, une voisine m'a affirmé vous avoir vu devant notre porte, en plein après-midi. Ta voisine a dû se tromper. Hier, j'étais à la campagne, je faisais du jus de pomme. Mais nous y étions ensemble, à la campagne. Ah oui, c'est vrai. Décidément, ma tête ne fonctionne plus très bien en ce moment. Marine versa le thé, tout en observant attentivement le visage de sa belle-mère. Valentine était visiblement très nerveuse, elle regardait sans cesse sa montre, et crispait ses mains sur son sac. « Et qu'est-ce qui fait ce bruit de froissement dans votre sac » demanda Marine en s'asseyant en face d'elle. « On dirait du papier. » Ce sont de vieux journaux. Pour allumer le feu à la campagne. Je vois. Je peux regarder? Peut-être y a-t-il des articles intéressants. Pourquoi faire? Ce sont de vieux papiers sans intérêt. Marine se leva, et tendit la main vers le sac. Je suis curieuse, voilà tout. Valentine recula brusquement son sac. Marine, n'y touche pas, c'est plein de poussière et de saleté. C'est étonnant que de simples journaux fassent autant de poussière. La tension était palpable dans la cuisine. Valentine avait compris qu'elle était suspectée, mais elle continuait à jouer son rôle de gentille vieille dame. Marine, ma chérie, je dois vraiment y aller. Mon bus part bientôt. Quel bus? Vous n'allez jamais à la campagne en bus. Mais non, je dois d'abord passer au magasin. Et ensuite, j'irai à la campagne. Marine estima que le jeu du chat et de la souris avait assez duré. Il était temps de passer aux choses sérieuses. Valentine, ouvrez ce sac. Quoi? Mais pourquoi? Je veux voir ce qu'il y a dedans. Je te l'ai dit, des journaux. Alors, montrez-moi ces journaux. La belle-mère se leva de sa chaise. Marine, tu as un comportement vraiment étrange. Je m'en vais. Mais Marine lui barra la route. Vous ne sortirez pas d'ici avant de m'avoir montré ce que contient ce sac. Comment oses-tu? Je suis ta belle-mère. Et en quoi cela vous donne-t-il le droit de me voler? Valentine tenta de repousser sa belle-fille pour forcer le passage, mais Marine était plus jeune et plus robuste. Donnez-moi ce sac. Non. C'est à moi. À vous? Et d'où sortez-vous ces 470 000 €? Le visage de Valentine blêmit d'un coup. Elle réalisait qu'elle était prise au piège. Je ne vois pas de quoi tu parles. Vous le savez très bien. Vous avez volé cet argent dans ma cachette. Je n'ai rien volé du tout. Et de toute façon, mon petit Hugo m'a dit que je pouvais prendre ce que je voulais dans votre appartement. Marine se figea. La voilà, la phrase qui expliquait tout. Hugo avait bel et bien autorisé sa mère à les piller. Hugo vous a dit que vous pouviez voler notre argent? Pas voler,
prendre. Ce n'est pas la même chose. Et quelle est la différence? La différence, c'est que mon fils m'en a donné l'autorisation. Ce n'est donc pas du vol. Marine hocha lentement la tête. Je vois. Votre fils vous a dit que vous pouviez prendre ce que vous vouliez chez nous. Oui, c'est exactement ça. Fantastique. Eh bien, moi, votre fils m'a dit que je pouvais prendre ce que je voulais chez vous. Sur ces mots, Marine arracha violemment le sac des mains de sa belle-mère médusée. Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi ça tout de suite. Pourquoi donc? Vous l'avez dit vous-même, j'ai le droit de prendre ce que je veux. Marine ouvrit le sac de sport, et en sortit les épaisses liasses de billets. Mais en plus de ces 470 000 euros, le sac recelait bien d'autres surprises. Des bijoux à profusion, bagues, boucles d'oreilles, chaînes, bracelets, des pièces d'évidence volées, vu la disparité des styles et des tailles, qui n'avaient rien à voir avec Valentine. Quelques montres de luxe. Un briquet gravé, à mon mari adoré, de la part de Sophie. Des pièces de monnaie anciennes dans des étuis protecteurs. Valentine, qu'est-ce que c'est que tout ça? La belle-mère tenta d'arracher son sac. Ce sont mes affaires. Mêle-toi de ce qui te regarde. Mon argent, mélangé à vos affaires, ça me regarde. D'où sortez-vous tous ces bijoux? Vous êtes collectionneuse? Ce sont des cadeaux. De bien curieux cadeaux. Des montres d'hommes, des alliances de tailles différentes, des boucles d'oreilles en or pour enfants. Vous avez beaucoup d'imagination. Marine poursuivit son inspection. Dans une poche séparée, elle trouva des notes manuscrites, des adresses d'appartements, les horaires des occupants, et des plans indiquant l'emplacement d'objets de valeur. Un véritable fichier de cambrioleuse professionnelle. Et ça, qu'est-ce que c'est? Votre carnet de travail? Valentine resta muette, comprenant que la partie était définitivement perdue. Marine repêcha le portefeuille de sa belle-mère, et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient près de 15 000 euros en liquide, ainsi que plusieurs cartes bancaires à des noms différents. Valentine, à qui appartiennent ces cartes? Des cadeaux, là aussi. Rends-moi mon portefeuille. C'est du vol. Du vol? Et ce que vous avez fait dans mon appartement, comment appelez-vous ça? Ce n'est pas pareil. Moi, on m'y avait autorisé. Marine s'empara du portefeuille et du téléphone de sa belle-mère. Moi aussi, on m'a autorisé. Votre fils m'a dit que je pouvais prendre ce que je voulais chez vous. Valentine se mit à hurler. Voleuse. Cambrioleuse. Rends-moi mes affaires, tout de suite. C'est non. Et vous savez quoi? Si vous ne disparaissez pas de mon appartement dans les 5 minutes, j'appelle la police, et je leur montre tout ça, dit Marine en désignant les bijoux et les carnets éparpillés sur la table. Je pense qu'ils seront ravis de découvrir d'où une simple retraitée tient une telle collection d'objets de valeur. Le visage de Valentine se décomposa. Elle ne s'attendait manifestement pas à une telle tournure des événements. Tu n'oseras jamais. Mon petit Hugo ne te pardonnera pas. Nous verrons bien. En attendant, foutez le camp de chez moi, et n'y remettez plus les pieds. Sinon, je dépose plainte, non seulement pour vol, mais aussi pour violation de domicile. Valentine comprit que c'était la fin. Elle attrapa son manteau, et se précipita vers la sortie, en hurlant des menaces par-dessus son épaule. Tu vas le regretter. Je vais tout raconter à Hugo. Il saura enfin qui tu es vraiment. Racontez-lui donc, répondit calmement Marine. Moi aussi, j'aurai des choses à lui dire. La porte claqua violemment. Marine se retrouva seule avec son argent, et les preuves accablantes que sa belle-mère était une criminelle endurcie. Elle s'assit à la table de la cuisine, et tenta de digérer la scène. Elle avait entre les mains ses propres 470 000 euros, mais aussi une montagne de bijoux volés, appartenant à des inconnus. Valentine ne pillait donc pas seulement sa famille, mais également d'autres gens. Et Hugo, dans tout ça? À quel point était-il impliqué dans les crimes de sa mère?
La réponse lui parvint une demi-heure plus tard, lorsque son mari fit irruption dans l'appartement, rouge de colère. Marine, qu'est-ce que tu as fait à ma mère? Je l'ai prise en flagrant délit de vol, et j'ai récupéré ce qu'elle m'avait pris. Quel vol? Mais de quoi tu parles? Hugo, arrête de jouer la comédie. Je sais tout. Son mari scruta la pièce d'un air paniqué. Tu sais quoi? Je sais que tu lui as donné un double de nos clés. Je sais que tu l'informais de mes horaires de travail. Je sais que tu l'aidais à planifier ses cambriolages. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Tu ne comprends pas. Alors, explique-moi. Hugo s'écroula sur une chaise, et cacha son visage dans ses mains. Marine, c'est très compliqué. J'ai tout mon temps. Le mari resta silencieux un long moment, cherchant ses mots. Il releva enfin la tête. C'est ma mère. Elle me faisait chanter. Avec quoi? C'est une vieille histoire. Avant notre mariage, j'ai eu de graves ennuis au travail. J'avais falsifié quelques documents. Rien de bien méchant, j'avais juste gonflé mon ancienneté pour obtenir une augmentation de salaire. Marine fronça les sourcils. Et alors? J'ai failli être renvoyée. Ma mère m'a aidé à étouffer l'affaire, car elle avait des relations dans l'entreprise. Mais elle a gardé les preuves. Quelles preuves? Des photocopies des faux certificats, avec ma signature. Elle a menacé de les envoyer à la direction, on m'aurait non seulement licencié, mais aussi traîné en justice. Marine sentit une rage froide l'envahir. Hugo justifiait sa participation au cambriolage, en invoquant le chantage de sa propre mère. Et c'est pour cela que tu l'as aidé à cambrioler notre appartement? Je ne savais pas qu'elle volait. Elle me demandait juste de lui raconter notre vie, de lui donner tes horaires. Elle disait qu'elle s'inquiétait pour nous. Et les clés, pourquoi les lui as-tu données? Elle m'a dit qu'elle voulait parfois venir faire un brin de ménage, ou nous préparer des surprises. J'ai pensé que ça ne ferait de mal à personne. Hugo, tu es un homme adulte. Comment as-tu pu croire à ces balivernes? Je ne voulais pas de problème au bureau, tu comprends? Si cette histoire de documents refaisait surface, je perdais mon emploi. Marine se leva, et s'approcha de la fenêtre. Dehors, une fine pluie d'automne tombait, donnant à la ville un air grisâtre et lugubre. Hugo, et le code du coffre? C'est aussi par accident que tu l'as donné à ta mère? Elle m'a harcelé de questions, elle disait qu'il fallait absolument qu'elle sache où se trouvaient nos documents importants en cas de problème. Et tu l'as cru. Marine, essaie de comprendre, j'étais pris au piège. Elle se retourna brusquement vers lui. Pris au piège? Hugo, tu aurais tout simplement pu me dire la vérité. Nous aurions cherché une solution ensemble. J'avais peur que tu me quittes, à cause de cette histoire de faux documents. Ce n'est qu'une broutille, comparée à ce qui s'est passé ensuite. Hugo se leva de sa chaise, et s'approcha de sa femme. Mon cœur. Oublions tout ça. Je vais couper les ponts avec maman. Nous pourrons commencer une nouvelle vie. Hugo, tu réalises que ta mère est une cambrioleuse professionnelle? Dans son sac, il y avait des bijoux provenant de dizaines d'appartements. C'est impossible. C'est la vérité. Et tu as été son complice. Mais je ne savais pas. Tu ne savais pas, ou tu ne voulais pas savoir? Hugo resta sans voix. Marine voyait bien qu'il ignorait véritablement l'ampleur des activités criminelles de sa mère, mais cela ne l'excusait en rien. Hugo, je suis épuisée par tous ces mensonges. Quels mensonges? Je viens de tout expliquer. 8 ans de mariage, et je ne savais rien de toi. Rien sur tes faux documents, rien sur le chantage, et encore moins que tu vivais dans la terreur de ta propre mère. Marine, je voulais seulement te protéger. Me protéger? Tu as laissé ta mère me piller, et tu appelles ça de la protection? Hugo tomba à genoux, en plein milieu de la cuisine. Pardonne-moi, je me suis comporté comme un idiot.
Ça n'arrivera plus jamais. Relève-toi. Ne t'humilie pas. Marine, je vais t'acheter des fleurs. On va partir en vacances. Je ferai tout ce que tu voudras. Hugo, relève-toi et écoute-moi bien. Le mari se remit sur ses pieds, le visage baigné de larmes. Je demande le divorce. Quoi? Non. Marine, on peut encore arranger les choses. Rien ne peut être arrangé. J'ai vécu 8 ans avec un homme que je ne connaissais pas. Tu m'as menti, tu m'as caché ton passé, et tu as aidé à me voler mon argent. C'est la faute de maman. C'est elle qui m'a forcé. Hugo, tu as 45 ans. Arrête de rejeter la faute de tes problèmes sur ta mère. Marine passa dans la chambre, et tira une valise de l'armoire. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare tes affaires. Tu quittes cet appartement aujourd'hui même. Marine, mais c'est notre appartement. Non, c'est le mien. Je l'ai acheté avec mon propre argent, tu t'en souviens? Hugo tenta d'enlacer sa femme. Mon cœur, s'il te plaît, parlons calmement. Je vais engager un avocat, je vais régler ce problème avec ma mère. Ne me touche pas, la voix de Marine était si glaciale qu'Hugo recula instinctivement. Tu es sérieuse? Absolument. Lundi, je déposerai les papiers au tribunal. Mais. Et notre amour? 8 ans ensemble. Marine s'arrêta au milieu de la pièce. Quel amour, Hugo? Tu m'as trahi. Tu as laissé ta mère m'humilier et me voler. Et quand j'ai enfin découvert la vérité, tu n'as fait que te justifier, en rejetant la faute sur les autres. Je vais changer. C'est trop tard. La confiance ne se répare pas. Hugo rassembla ses affaires et partit, jurant de son amour et implorant son pardon jusqu'à la dernière seconde. Marine l'accompagna jusqu'à la porte, et tourna la clé dans la serrure. Restée seule, elle éprouva un étrange soulagement. Pour la première fois depuis des mois, elle pouvait être elle-même, sans avoir à faire semblant, sans sursauter au moindre bruit. Sur la table trônaient ses 470 000 euros, accompagnés d'une montagne de bijoux qui ne lui appartenaient pas. Demain, elle porterait le tout à la police, et fournirait un témoignage détaillé sur les activités criminelles de Valentine Dubois. Mais pour l'heure, elle s'installa dans un fauteuil près de la fenêtre, essayant d'analyser ses propres émotions. De la tristesse? Oui, un peu. De la colère? Certainement. Mais par-dessus tout, un profond sentiment de libération. Pendant 8 ans, elle avait bâti une famille avec un homme capable de la pire des trahisons. Il valait mieux le découvrir maintenant, plutôt que de vivre dans l'illusion jusqu'à la fin de ses jours. Son téléphone sonna. C'était sa mère. Marine, ma chérie, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Maman, j'ai une grande nouvelle. Je divorce de Hugo. Que s'est-il passé? Marine relata brièvement les événements des derniers jours. Sa mère l'écouta en silence, poussant de temps à autre de petits cris de surprise. Ma fille, tu ne penses pas que tu te précipites? Cet homme a reconnu ses torts, il a montré des remords. Maman, il m'a menti pendant 8 ans. Mais il t'aimait, malgré tout. S'il m'aimait, il n'aurait pas laissé sa mère me voler. Sa mère poussa un long soupir. Eh bien, tu es adulte, c'est à toi de prendre tes décisions. Mais réfléchis-y encore un peu, vivre seule, c'est difficile. Maman, il vaut mieux être seule qu'avec un homme à qui l'on ne peut pas faire confiance. Après cette conversation, Marine ressentit une grande fatigue. La journée avait été éprouvante, mais elle y avait fait face, elle avait rétabli la justice, défendu ses droits, et pris une décision difficile, mais ô combien nécessaire. Le soir, elle se prépara un dîner frugal, de simples œufs sur le plat avec du pain, et s'installa à la table de la cuisine, cette même table où, quelques heures plus tôt, elle avait démasqué sa belle-mère. Le lendemain marquerait le début d'une nouvelle vie. Sans Hugo, sans Valentine, sans cette tension et ces soupçons permanents. Ce ne serait pas facile, le divorce,
la séparation des biens, les explications à fournir aux amis et aux collègues. Pourtant, Marine ne regrettait rien. Elle prit son carnet, et rédigea sa liste de tâches pour le lendemain, lundi. Apporter les bijoux à la police, déposer plainte contre Valentine, contacter un avocat pour le divorce, changer les serrures de l'appartement, et bloquer l'accès de Hugo à ses comptes bancaires. La liste était longue, mais parfaitement réalisable. Marine avait toujours su planifier, et atteindre ses objectifs. Son nouvel objectif était désormais simple, recommencer sa vie de zéro, loin des mensonges et des trahisons. À 22h, Hugo l'appela. « Marine, je suis à l'hôtel. Je t'en supplie une dernière fois, repensons à tout ça à tête reposée. » « Hugo, ma décision est prise. Demain, je vois mon avocat. Mon cœur, on pourrait consulter un thérapeute de couple. Travailler sur nos problèmes ? Quel problème, au juste ? Hugo, tu as aidé ta mère à me voler. Je te l'ai déjà expliqué. On me faisait chanter. Et alors ? C'est censé tout excuser ? Hugo resta silencieux un long moment, avant de murmurer. Marine, je sais que j'ai fait des erreurs, mais 8 années de mariage n'ont-elles donc aucune valeur ? Elles en ont une, oui. Elles m'ont appris qu'on ne bâtit pas un couple sur le mensonge. Il n'y aura plus de mensonges, je te le jure. Hugo, tu m'avais juré de m'aimer et de me protéger. Tu te souviens, à la mairie ? Regarde comment tu as tenu cette promesse. Son mari se tut à nouveau. Il n'avait plus rien à répondre. Bonne nuit, Hugo. Mon avocat te contactera demain. Marine raccrocha, et éteignit son téléphone. Les discussions stériles avaient assez duré pour aujourd'hui. Avant de dormir, elle revisionna une dernière fois les images des caméras. Valentine se comportait chez les autres comme chez elle, avec calme, méthode, et sans la moindre gêne. C'était l'attitude d'une voleuse chevronnée, pour qui le cambriolage était une routine. Quant à Hugo, sur les enregistrements audio, il n'avait rien de la victime d'un chantage, il s'exprimait en complice volontaire. Il détaillait l'emploi du temps de sa femme avec beaucoup trop d'aisance, et discutait des plans avec un intérêt bien trop marqué. Marine transféra toutes les preuves sur plusieurs clés USB. Dès le lendemain, ce matériel aiderait la police dans son enquête, et son avocat dans la procédure de divorce. En se couchant, elle songea au bouleversement qui l'attendait. Il faudrait s'habituer à la solitude, repenser son quotidien, et justifier son divorce auprès de ses connaissances. Certains la jugeraient très certainement, murmurant qu'elle avait brisé sa famille pour des questions d'argent. Mais Marine savait pertinemment ce qu'il en était. Ce n'était pas l'argent qui avait détruit son couple, c'était le mensonge. La trahison. L'incapacité criante de son mari à protéger sa femme de sa propre mère. Dehors, il pleuvait à verse. Les gouttes tambourinaient contre les vitres, créant un rythme apaisant. Marine ferma les yeux, et, pour la première fois depuis des mois, trouva un sommeil paisible et réparateur. Le lendemain matin, un appel téléphonique la tira du lit. C'était la police. « Madame, bonjour. Je suis le lieutenant Morel. Suite à votre plainte pour vol, nous venons de procéder à l'arrestation de la suspecte, Valentine Dubois. » Ah oui. Elle essayait de revendre des bijoux signalés volés dans un mont-de-piété. Lors de la perquisition à son domicile, nous avons découvert une quantité impressionnante d'objets recelés. Marine n'en fut pas surprise. Une voleuse de ce calibre ne pouvait se contenter d'une seule famille. Et que dit-elle pour sa défense ? Elle nie tout en bloc. Elle prétend que tous ces objets lui ont été offerts par différentes personnes, mais elle est incapable de le prouver. Avez-vous visionné les enregistrements des caméras de surveillance ? Tout à fait, et les preuves sont accablantes. Avec un tel dossier, l'affaire ira incontestablement jusqu'au tribunal. Marine ressentit une profonde satisfaction. La justice allait enfin suivre son cours, et Valentine paierait pour ses méfaits. Et concernant son fils, le suspect Hugo Dubois ? Il sera également convoqué pour un interrogatoire, dans un premier temps en tant que témoin.
Mais il est fort probable qu'il soit inculpé pour complicité. Je comprends. Je vous remercie pour ces informations, lieutenant. Marine raccrocha, et sentit qu'elle pouvait enfin respirer librement. Le plus dur était derrière elle. Il ne lui restait plus qu'à régler les formalités du divorce, pour entamer un nouveau chapitre de sa vie. Le lundi, elle se rendit au cabinet de son avocat. Une femme expérimentée d'une 50aine d'années écouta le récit de Marine, en hochant la tête d'un air grave. Malheureusement, ce type de dossier n'est pas si rare. Les escroqueries intrafamiliales sont bien plus fréquentes qu'on ne l'imagine. Le divorce s'annonce-t-il compliqué, au vu des circonstances? Non. L'appartement est à votre nom, et les revenus du ménage proviennent majoritairement de vous. Votre futur ex-mari ne risquera pas de réclamer une part du patrimoine, sachant qu'une procédure pénale pèse contre lui. Donc, cela sera rapide? Comptez 3 à 4 mois. Peut-être moins, s'il ne conteste rien. Marine hocha la tête. 3 mois, ce n'était pas cher payé pour clore 8 années de mariage. En sortant du cabinet, elle tomba nez à nez avec Hugo. Il l'attendait sur le trottoir, un bouquet de roses à la main. Marine, il faut absolument qu'on parle. Nous n'avons rien à nous dire. Adresse-toi à mon avocate. Mon cœur, écoute-moi. J'ai retrouvé les documents dont maman se servait pour me faire chanter. Il s'avère qu'il y a prescription. Elle ne faisait que m'intimider, depuis tout ce temps. Marine s'arrêta net. Et qu'est-ce que ça change, au juste? Ça change tout. Ça veut dire que je l'ai aidée pour rien. J'ai été trompée. Hugo, tu es un homme adulte. Tu aurais pu vérifier, te renseigner auprès d'un juriste. J'avais trop peur. Je me disais qu'il valait mieux ne prendre aucun risque. Et maintenant, tu n'as plus peur? Maintenant, je comprends surtout que j'ai été un idiot. Marine dévisagea son futur ex-mari. Ses remords semblaient sincères, mais il était irrémédiablement trop tard. Hugo, même si ta mère t'a manipulé, ça ne change pas le fond du problème. Tu as refusé de me faire confiance, tu as laissé des personnes extérieures s'immiscer dans notre couple, et tu m'as caché des informations cruciales. Mais je vais arranger ça. Il est trop tard. La confiance perdue ne se rattrape pas. Hugo lui tendit le bouquet. Marine, je t'aime. Et moi, je ne t'aime plus. Ces mots, bien que prononcés plus doucement qu'elle ne l'aurait souhaité, résonnèrent avec une fermeté absolue. Marine s'étonna elle-même de réaliser à quel point c'était vrai. Son amour s'était évaporé à la seconde même où elle avait visionné ses enregistrements de vidéosurveillance. Plus du tout, murmura Hugo, d'une voix brisée. Il ne reste plus rien. Juste de la tristesse, en pensant à ce que notre vie aurait pu être. Hugo abaissa lentement son bouquet. Donc, tout est bel et bien terminé. Oui. Et moi, que vais-je devenir? Marine haussa les épaules. Tu vas vivre ta vie. Et tu vas apprendre de tes erreurs. À l'avenir, ne laisse plus jamais personne te manipuler de la sorte. Et ma mère? Elle va aller en prison. Ta mère est une femme adulte. À elle d'assumer les conséquences de ses actes. Mais elle est vieille. Hugo, ta mère est une cambrioleuse professionnelle, qui a dépouillé des dizaines d'innocents. Son âge n'est pas une excuse. Hugo baissa la tête, et s'approcha d'une poubelle pour y jeter les fleurs. Marine, si tu avais été au courant de ce chantage dès le début. Tu crois qu'on s'en serait sorti? Elle réfléchit un instant. C'est possible. Mais tu ne m'en as jamais laissé l'occasion. Pardonne-moi. Je te pardonne, mais cela ne signifie pas que nous pourrons un jour nous remettre ensemble. Hugo hocha la tête, et s'éloigna en courbant l'échine sous la fine pluie crachinante. Marine le regarda s'éloigner, ressentant un vide étrange. Ce n'était pas du regret, mais bien un grand vide, comme si elle venait de refermer un chapitre capital de son existence. 3 mois plus tard,
le divorce fut officiellement prononcé. Valentine Dubois fut condamnée à 4 ans de prison ferme. Hugo écopa d'une peine avec sursis pour complicité, et ne fit pas appel du jugement. Marine vendit l'appartement de 2 pièces, et s'acheta un charmant studio dans un quartier flambant neuf. Le reste de l'argent fut judicieusement placé sur un compte épargne. Côté professionnel, tout lui souriait, sa direction louait sans cesse son sérieux et ses compétences. Elle ne cherchait pas encore à refaire sa vie, estimant qu'il lui fallait du temps pour penser ses blessures, et réapprendre à faire confiance. Il lui arrivait parfois de songer à ce qui se serait passé si elle n'avait pas perçu les incohérences de sa belle-mère à temps. Combien d'argent supplémentaire se serait volatilisé ? Combien de temps ce tissu de mensonges aurait-il duré ? Mais ces pensées ne faisaient naître aucun regret. Mieux valait une vérité amère, qu'un doux mensonge. Mieux valait affronter la solitude, que de subir la trahison. Une année s'écoula. Marine s'était accoutumée à sa nouvelle vie, elle s'était liée d'amitié avec ses nouveaux voisins, et s'était même inscrite à des cours d'anglais. Son quotidien prenait une belle tournure, bien qu'il n'ait plus rien à voir avec ce qu'elle imaginait 8 ans plus tôt. Un soir, elle reçut l'appel d'un numéro inconnu. « Madame, bonsoir. Je suis maître Serge Pelletier, avocat. Monsieur Hugo Dubois m'a demandé de prendre contact avec vous. » « Pour quelle raison ? » ? « Il souhaiterait vous rencontrer, afin de s'entretenir avec vous. Il prétend détenir des informations capitales. » Marine hésita. « Ne pouvez-vous pas me les transmettre vous-même ? Il insiste pour vous voir en personne. Il s'engage à ne pas vous retenir plus d'une demi-heure. » Très bien. Demain, à 19h, au café de la rue Lafayette. Le lendemain, Marine se présenta au rendez-vous. Hugo l'attendait à une table, près de la fenêtre. Il avait considérablement changé, en l'espace d'1 an, il avait beaucoup maigri, son visage s'était creusé, et des fils d'argent parsemaient désormais ses cheveux. « Je te remercie d'avoir accepté cette rencontre. Que voulais-tu me dire ? » Hugo extirpa une pochette de documents de son sac. « J'ai découvert d'autres éléments sur les affaires de maman. Il s'avère qu'elle ne se contentait pas de voler des bijoux, elle montait aussi des escroqueries immobilières. J'ai découvert que la part de ton argent qu'elle t'avait dérobé a été investie dans l'achat d'un appartement, sous un prête-nom. J'ai engagé des poursuites pour récupérer ce bien, et la justice a tranché. Cet appartement est désormais à toi. » Marine le fixa, stupéfaite. « Mais pourquoi as-tu fait ça ? » « Je voulais, d'une manière ou d'une autre, réparer mes fautes. » « Hugo, tu ne me dois plus rien. »« Si, je te dois beaucoup. Je t'ai trahi, alors que tu as été la meilleure épouse dont un homme puisse rêver. » Marine prit les documents, et les feuilleta. Effectivement, un appartement, évalué à environ un demi-million d'euros, venait d'être mis à son nom. « Je te remercie. Cependant, cela ne change absolument rien entre nous. Je le sais bien, et je n'espérais rien de tel. » « Alors, dans quel but ? » Hugo esquissa un triste sourire. « Je voulais simplement m'en aller avec la conscience tranquille. » « T'en aller où ? » ? « Je pars m'installer dans une autre ville. Il y a beaucoup trop de souvenirs qui me hantent ici. » Marine acquiesça d'un signe de tête. Elle saisissait parfaitement ce qu'il ressentait. « Je te souhaite bonne chance, Hugo. » « Et moi de même, Marine. Tu mérites d'être heureuse. » Ils se séparèrent comme de simples connaissances, sans animosité ni reproche, chacun reprenant le cours de son existence. Le soir même, Marine étudia plus en détail les documents du logement. Un héritage inespéré, fruit des activités criminelles de sa belle-mère. La vie prend parfois des détours d'une ironie cinglante. Elle décida de vendre ce bien, et d'utiliser les fonds pour concrétiser un rêve de longue date, fonder sa propre entreprise. Un cabinet de conseil en stratégie commerciale, où elle pourrait exploiter pleinement son expertise et son savoir-faire. 6 mois plus tard, les affaires florissaient. Marine s'était constituée une solide clientèle, au point de devoir embaucher une assistante. Son travail lui apportait une aisance financière, mais surtout,
une immense satisfaction personnelle. Sa vie sentimentale avait également pris de nouvelles couleurs. Elle avait rencontré un homme qui admirait sa franchise et son indépendance. Il ne brusquait pas les choses, laissant leur relation mûrir à son propre rythme, sans pour autant cacher la tendre complicité qui les unissait. Un beau jour, alors qu'elle marchait dans une rue de son ancien quartier, Marine aperçut Valentine. Son ex-belle-mère était assise sur un banc, devant l'entrée de son immeuble. Sa bonne conduite lui avait très certainement valu une libération anticipée. Elle paraissait terriblement vieillie, presque pitoyable. Leurs regards se croisèrent un bref instant, avant que Valentine ne baisse les yeux, s'enfuyant précipitamment vers le hall de son bâtiment. Étonnamment, Marine n'éprouva ni colère ni compassion, mais une simple indifférence, envers cette femme qui lui avait autrefois causé tant de souffrances. La vie reprenait ses droits. Loin des drames et des secousses émotionnelles, mais portée par un profond sentiment de dignité, et une foi inébranlable en l'avenir. Plus jamais Marine ne permettrait à quiconque de la manipuler ou de lui mentir. Elle avait emprunté un chemin rude, mais empreint de vérité, et pour rien au monde elle ne le regretterait.